Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les confins de l'ambition humaine. Là où la modestie n'a pas sa place et où le succès se mesure en gratte-ciel et en milliards de dollars. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une œuvre qui ne fait pas dans la dentelle. Un livre qui agit comme un électrochoc pour quiconque s'est déjà contenté de la moyenne. Nous parlons ici de Think Big and Kick Ass, ou NGH et Len Tan Kong, coécrit par le magnate de l'immobilier Donald Trump et Bill Zanker, le fondateur de The Learning Annex. Oubliez tout ce qu'on vous a appris sur la prudence, la gentillesse désintéressée ou le fait de se contenter de peu. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une philosophie de vie brute, parfois choquante, mais indéniablement puissante pour ceux qui visent le sommet. Commençons par le commencement, par l'histoire de Bill Zanker lui-même, car elle illustre parfaitement le changement de paradigme nécessaire. Imaginez un instant Bill, un entrepreneur travailleur qui a lancé The Learning Annex, une entreprise de formation continue. Avec seulement 5 000 $ en poche qu'il avait gagné en travaillant dans un bar. Pendant des années, son entreprise a grandi, certes, passant d'une petite start-up dans un appartement new-yorkais à une société générant 5 millions de dollars par an. Pour la plupart des gens, c'est une réussite incroyable. Mais pour Bill, c'était un plafond de verre. Il travaillait dur, mais il pensait de petit. Tout a changé le jour où il a décidé d'inviter Donald Trump à donner une conférence. C'est ici que l'histoire devient fascinante. Bill appelle le bureau de Trump. Il tombe sur la secrétaire, Norma. Il propose 10 000 $ pour une intervention. Norma rit presque au nez de Bill et raccroche, comme si cette somme ne payait même pas le cirage des chaussures de son patron. Bill, cependant, possède une qualité essentielle dont nous reparlerons, la persévérance. Il rappelle. Il propose 25 000 $. Refus catégorique. Il monte à 100 000 $. Toujours non. C'est à ce moment précis que la plupart d'entre nous auraient abandonné, se disant que c'était impossible, que ce n'était pas pour nous. Mais Bill se souvient d'une leçon de Tony Robbins, pour réussir, il faut sortir de ses limites. Il prend une grande inspiration, rappelle Norma et, la voix tremblante mais déterminée, il propose 1 million de $. Oui, vous avez bien entendu. 1 million de $ pour une heure de conférence, alors que son entreprise ne faisait que 5 millions de chiffre d'affaires annuel. C'était de la folie pure. C'était un risque mortel. Mais c'était aussi le début de sa véritable ascension. Moins d'une heure plus tard, Donald Trump en personne rappelle Bill. Il accepte, mais à une condition, Bill doit lui garantir une audience de 10 000 personnes. À l'époque, les plus gros événements de Bill attiraient quelques centaines de personnes. Promettre 10 000 personnes était aussi fou que de promettre la lune. Mais Bill a dit oui. Il a dit oui sans savoir comment il allait faire. Et c'est là la première leçon fondamentale de ce livre, l'audace de penser grand précède la réalité. En acceptant ce défi titanesque, Bill Zanker a dû réinventer toute sa manière de travailler. Il a dû penser marketing à une échelle jamais vue, il a dû mobiliser des ressources qu'il ne soupçonnait pas. Le résultat ? Plus de 30 000 personnes se sont présentées. L'entreprise de Bill est passée d'un chiffre d'affaires de 5 millions à plus de 100 millions de $ en quelques années. Pourquoi ? Parce qu'il a côtoyé quelqu'un qui l'a forcé à briser ses barrières mentales. Comme le dit Trump, si vous devez penser de toute façon, autant penser grand. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement, penser grand ? Ce n'est pas juste un slogan vide de sens. C'est une attitude quasi militaire envers la vie. Le livre nous confronte à une réalité brutale, pour réussir. Vous devez vous séparer des 98% de la population qui se contente de suivre le courant. Vous devez aspirer à faire partie du top 2%. Et pour cela, il faut être réaliste, mais d'un réalisme impitoyable. Le monde n'est pas un endroit gentil. C'est un lieu féroce. Trump compare souvent le monde des affaires à une jungle où, contrairement aux lions qui tuent pour manger, les humains tuent parfois juste pour le sport, pour le plaisir de voir l'autre échouer. Si vous entrez dans l'arène en pensant que tout le monde est votre ami, vous allez vous faire dévorer. Il faut être prêt à se battre, à encaisser les coups et, surtout, à rendre les coups. Cela nous amène à un point crucial abordé dans le livre, la passion. On entend ce mot partout, mais ici, il prend une dimension viscérale. La passion n'est pas juste l'aimer ce qu'on fait. C'est une obsession. C'est ce feu qui vous tient éveillé la nuit, non pas par inquiétude, mais par excitation.
Trump raconte comment son père, un constructeur de Brooklyn, lui a appris à aimer la brique et le mortier. Il raconte l'histoire d'un ami, Stan, un homme brillant qui travaillait à Wall Street parce que c'était prestigieux et lucratif. Mais qui était profondément malheureux. Stan dépérissait jusqu'au jour où il a tout plaqué pour suivre sa vraie passion, la construction et la rénovation de terrains de golf. Soudain, Stan est devenu un génie dans son domaine, travaillant dès 5 heures du matin avec le sourire, créant des chefs-d'œuvre. La leçon est claire, sans passion, vous n'aurez jamais l'énergie nécessaire pour surmonter les obstacles inévitables. L'argent ne peut pas être votre seul moteur. Si vous faites les choses pour l'argent, vous abandonnerez quand ça deviendra dur. Si vous le faites par passion, les difficultés deviennent des challenges excitants à résoudre. Et parlant de challenge, abordons la notion d'instinct. Dans le monde aseptisé des écoles de commerce, on vous apprend à analyser des tableaux Excel, à faire des études de marché interminables. Trump et Zanker nous disent l'inverse, fiez-vous à vos tripes. L'instinct, c'est cette accumulation d'expérience qui permet à votre cerveau de voir des opportunités là où les autres ne voient que des problèmes. Prenons l'exemple de l'immeuble du 40 Wall Street. Au début des années 90, le marché immobilier new-yorkais était en ruine. Personne ne voulait toucher à ce gratte-ciel gigantesque. Les experts disaient que c'était un gouffre financier. Mais Trump a visité le lieu. Il a senti le potentiel, la grandeur de l'architecture, la localisation. Son instinct lui a crié de foncer alors que la logique financière du moment criait de fuir. Il a acheté l'immeuble pour une bouchée de pain, $1 million environ, a négocié des avantages fiscaux incroyables. Et a transformé ce qui était considéré comme une épave en un joyau valant aujourd'hui des centaines de millions. C'est cela, l'instinct contrarien, avoir le courage d'aller à gauche quand tout le monde court vers la droite. Mais l'instinct ne suffit pas si vous restez assis sur votre canapé. Il y a un chapitre fascinant sur la création de la chance. On dit souvent il a de la chance. Trump répond, plus je travaille dur, plus j'ai de la chance. Il raconte une anecdote incroyable qui s'est déroulée au début des années 90, alors qu'il traversait sa pire crise financière personnelle. Il devait des milliards aux banques. Il était au bord de la faillite personnelle. Un soir pluvieux, froid et misérable à New York, il devait se rendre à un dîner de banquiers au Waldorf Astoria. Il n'avait aucune envie d'y aller. Il se sentait humilié, épuisé. Il voulait juste rentrer chez lui et se cacher. Mais une petite voix lui a dit d'y aller. Il a marché sous la pluie, trempé, jusqu'à l'hôtel. En arrivant, il s'est assis à une table. À côté de lui se trouvait un homme désagréable, froid, qui semblait détester tout le monde. Trump a engagé la conversation, a percé la carapace de cet homme. Il s'est avéré que cet homme était le représentant d'une des banques les plus hostiles envers Trump. Un homme qui avait pour mission de le détruire financièrement. Mais parce que Trump était là, parce qu'il a fait l'effort de parler, de charmer, de connecter d'humain à humain, l'atmosphère a changé. À la fin du dîner, l'homme lui a dit, « Passez à mon bureau demain, on va régler ça. » Si Trump était resté chez lui ce soir-là, il aurait probablement été liquidé. Sa chance a été le produit direct de son action, de sa volonté de se montrer, même quand c'était douloureux. C'est une leçon puissante, la chance est une opportunité qui rencontre une préparation et, surtout, une présence. Cela nous conduit naturellement à la gestion de la peur et de la pression. Si vous pensez grand, vous aurez de gros problèmes. C'est mathématique. La plupart des gens craquent sous la pression. Ils paniquent. Trump, lui, suggère une approche différente, la compartimentation et la focalisation sur la solution. Il raconte comment, au plus fort de sa crise financière, il voyait des amis s'effondrer, pleurer lors des réunions, se faire écraser par le stress. Lui, il a décidé de voir cela comme un jeu, un test ultime. Il a refusé de laisser la peur le paralyser. Il cite souvent l'exemple des sportifs de haut niveau. Regardez un joueur de golf comme Tiger Woods ou un joueur de tennis comme Roger Federer. Ce qui les distingue, ce n'est pas seulement leur technique, c'est leur capacité à rester calme quand tout se joue sur un seul coup. Dans le business, c'est pareil. Si vous montrez de la peur, vos adversaires vont vous dévorer. Vous devez projeter une confiance inébranlable, même si intérieurement vous doutez. L'attitude précède la réalité. Et en parlant d'attitude, il y a un sujet dans ce livre qui fait souvent grincer des dents, mais qui est essentiel dans la philosophie de Trump. La vengeance.
Le chapitre s'intitule Sans détour la vengeance. On nous apprend souvent à tendre l'autre joue, à pardonner. Trump dit, c'est des conneries. Si quelqu'un vous attaque, si quelqu'un essaie de vous nuire injustement, vous devez riposter. Et pas seulement riposter, vous devez riposter si fort qu'ils ne penseront plus jamais à vous attaquer. Il prend l'exemple de Rosie O'Donnell, une animatrice télé qu'il avait attaquée publiquement et méchamment. Au lieu de laisser passer, Trump a contre-attaqué avec une virulence extrême, critiquant son physique, son intelligence, ses échecs professionnels. Beaucoup ont trouvé cela excessif. Mais pour Trump, c'est une question de respect de soi. Si vous laissez les gens vous marcher dessus sans réagir, vous envoyez le signal que vous êtes une proie facile. Se faire respecter, c'est montrer qu'il y a un prix à payer si on s'en prend à vous. C'est une vision du monde très darwinienne, mais dans le monde impitoyable des affaires à haut niveau, c'est souvent une règle de survie. Cependant, cette dureté envers les ennemis s'accompagne d'une loyauté féroce envers les amis et les employés fidèles. Trump valorise la loyauté au-dessus de tout, même au-dessus de l'intelligence. Il raconte comment il a gardé des employés pendant des décennies, comment il les a aidés dans leurs moments difficiles, tant qu'ils étaient loyaux. Mais dès qu'il y a trahison, c'est fini. Il donne l'exemple d'une employée qu'il avait sortie de l'anonymat, à qui il avait tout appris, et qui, lors de sa crise financière, a refusé de l'aider pour une simple formalité. Dès qu'il a pu se rétablir, il l'a viré sans hésitation. La leçon est double, soyez incroyablement bons avec ceux qui sont bons avec vous, et impitoyables avec ceux qui vous trahissent. Maintenant, abordons un sujet plus personnel mais tout aussi stratégique, le contrat de mariage, ou prénup. C'est peut-être le conseil le moins romantique qui soit, mais Trump insiste lourdement, si vous avez de l'argent, ou si vous comptez en avoir. Signez un contrat de mariage. Il compare le mariage à un contrat d'affaires qui implique les émotions les plus volatiles. Quand l'amour se transforme en haine, les gens deviennent irrationnels et veulent détruire l'autre. Il a vu des empires s'effondrer parce qu'il n'y avait pas de contrat. Il parle de ses propres divorces, avec Ivana et Marla. Sans contrat, il aurait été dépouillé. Avec un contrat, la séparation est douloureuse mais gérable financièrement. C'est une forme de penser grand appliquée à la vie privée, prévoir le pire pour protéger ce que l'on a construit. C'est du pragmatisme pur. Comme il le dit à un ami qui va se marier et qui refuse de faire un contrat par amour, tu es un idiot, et tu vas le regretter. Et l'histoire lui donne souvent raison. Mais revenons à l'élan, le momentum. Une fois que vous avez commencé à réussir, que vous avez surmonté les obstacles, que vous avez appris à vous défendre, vous ne devez jamais. Au grand jamais, vous arrêtez. Le succès est une bête qu'il faut nourrir constamment. Trump raconte qu'après avoir surmonté sa crise des années 90, il aurait pu prendre sa retraite. Il avait sauvé son empire, il était à nouveau riche. Mais s'arrêter, c'est mourir. Il a lancé de nouveaux projets, construit de nouvelles tours, créé l'émission The Apprentice. Il explique que perdre son élan est la chose la plus dangereuse qui puisse arriver. Il faut toujours avoir un nouveau projet, un nouveau défi. C'est ce qui garde l'esprit vif et l'énergie haute. Regardez les gens qui prennent leur retraite et ne font plus rien, ils vieillissent à une vitesse folle. Les entrepreneurs qui pensent grand ne s'arrêtent jamais car le jeu est plus excitant que le résultat. Il y a aussi une dimension très importante dans ce livre concernant l'entourage. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous voulez penser grand, vous ne pouvez pas traîner avec des gens qui pensent petit, qui sont négatifs, qui voient des problèmes partout. Vous devez vous entourer de géants. Bill Zanker raconte comment il a payé des sommes folles pour déjeuner avec des gens comme Rupert Murdoch ou Warren Buffett. Pour lui, ce n'était pas une dépense, c'était un investissement. Apprendre comment ces esprits fonctionnent, voir leur niveau d'ambition, cela recalibre votre propre cerveau. Si vous voyez quelqu'un réaliser l'impossible, l'impossible devient soudainement plausible pour vous. Enfin, le livre se termine sur une note qui résume tout, l'action. Toutes ces théories, ces stratégies, ces états d'esprit ne valent rien si vous ne passez pas à l'action. L'action tue la peur. L'action crée la chance. L'action génère le momentum. Beaucoup de gens sont paralysés par l'analyse, ils veulent que tout soit parfait avant de commencer. Trump et Zanker nous disent, commencez maintenant, avec ce que vous avez. Soyez flexible. Si une porte se ferme, passez par la fenêtre. Si le plan A échoue, passez au plan B, mais ne perdez jamais de vue l'objectif final.
L'histoire de Bill Zanker avec les boîtes de distribution de journaux est hilarante et instructive à ce sujet. Il voulait distribuer ses catalogues dans la rue. La ville de New York a essayé de l'en empêcher. Au lieu de plier, il a regardé ce que faisait le grand journal USA Today, il a copié leur méthode, il a inondé la ville de boîtes. Et quand la ville l'a attaqué en justice, il s'est battu et a gagné. C'est ça, l'esprit KIKSS. Ne pas demander la permission, mais demander pardon si nécessaire, et se battre pour son droit d'exister et de prospérer. En conclusion, Think Big and KIKSS n'est pas un manuel de bonne manière. C'est un manuel de survie et de conquête. Il nous enseigne que le monde appartient à ceux qui ont l'audace de réclamer leur part, et même un peu plus. Il nous apprend que la passion est le carburant, que l'instinct est la boussole, et que la ténacité est le moteur. Que vous aimiez ou détestiez le personnage de Donald Trump. Les principes de succès qu'il partage avec Bill Zanker sont d'une efficacité redoutable pour quiconque veut bâtir un empire, qu'il soit immobilier, commercial ou personnel. Alors, la question qui se pose à vous après cet épisode est la suivante. Êtes-vous prêt à quitter le confort des 98% pour affronter la réalité brutale mais exaltante du top 2%? Êtes-vous prêt à penser si grand que cela effraie votre entourage? Êtes-vous prêt à ne plus vous excuser de vouloir réussir? Si la réponse est oui, alors le travail commence maintenant. Ne baissez pas les yeux, levez la tête, fixez votre objectif le plus ambitieux, et foncez. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, tant qu'à penser, pensez grand. À très bientôt.